Aucune main ne tentait d'arrêter les gifles, et le regard ne traduisait nul étonnement, juste une peur sourde. Faria Qazi vivait dans la terreur. Il suffisait à Lisbeth d'observer son visage pour s'en rendre compte, et cela corroborait ses observations des dernières semaines. Là, dit-elle en indiquant la cellule de Faria. Mais le temps qu'Alvar Olsen tourne la tête, c'était déjà fini. Alors Lisbeth s'esquiva et retourna dans sa propre cellule, dont elle referma la porte. Elle entendit des voix et des rires étouffés derrière la cloison, se mêlant au bruit du train de marchandises qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter de gronder et de faire trembler les murs. Devant elle se trouvait un lavabo immaculé, un lit étroit, une petite bibliothèque, un bureau couvert de calculs de mécanique quantique. Elle fut tentée de reprendre ses calculs pour essayer de trouver une gravitation quantique à boucle. Puis, baissant les yeux, elle s'avisa qu'elle avait quelque chose dans la main. C'étaient les documents qu'Alvar avait agités sous ses yeux quelques instants plus tôt. Sa curiosité en fut piquée. Mais ils se révélèrent sans intérêt. Un test d'intelligence orné de 2 taches de café en haut de la première page. Elle rechigna. Elle détestait se faire peser et mesurer de quelque façon que ce soit. Elle laissa les feuilles glisser et se répandre en éventail sur le sol en béton. L'espace d'un instant, le test disparut complètement de son esprit et elle songea de nouveau à Faria Qazi. Lisbeth n'avait jamais vu qui la frappait, mais elle ne le devinait que trop bien, car même si au départ elle ne s'était pas autrement préoccupée de l'ambiance des lieux, elle avait été malgré elle happée par la vie de la prison. Petit à petit, elle avait déchiffré les codes, visibles et invisibles, et compris qui commandait vraiment. Le quartier portait la lettre B. C'était un pavillon de haute sécurité. Il était considéré comme l'endroit le plus sûr de l'établissement, et de fait, il l'était, en apparence. Nulle part ailleurs dans la prison il n'y avait autant de surveillants, de contrôles ou de programmes de réinsertion. Mais à y regarder d'un peu plus près, on devinait aisément que le système était pourri de l'intérieur. Les surveillants se la jouaient gros dur, autoritaires, faisaient même parfois mine d'être compatissants. Mais en réalité, c'étaient tous des froussards, des lâches qui avaient perdu le contrôle et laissé les rênes à l'ennemi, la mafiosa Benito Anderson et ses acolytes. Certes, Benito faisait profil bas la journée et se comportait presque comme une détenue modèle. Mais sitôt le dîner terminé, à l'heure réservée aux entraînements ou aux visites, elle s'emparait du pouvoir et faisait régner la terreur. Une terreur qui atteignait son comble à ce moment précis, juste avant la fermeture des cellules pour la nuit. Les prisonnières faisaient la tournée des cellules, distribuant menaces et promesses. Le quartier se trouvait ainsi scindé en 2. D'un côté, la clique de Benito, de l'autre, ses victimes. Il était évidemment scandaleux que Lisbeth Salander se trouve là, et même qu'elle soit incarcérée tout court. Mais les circonstances n'avaient pas joué en sa faveur. Et très franchement, elle n'y avait pas non plus opposé une grande résistance. On aurait dit qu'elle voyait surtout cette histoire comme une parenthèse ridicule. Et pendant longtemps, elle avait considéré qu'elle n'était pas plus mal en tôle qu'ailleurs. Elle s'était vue condamnée à 2 mois de prison pour atteinte à la possession d'autrui et mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre du drame consécutif au meurtre du professeur Franz Balder. Elle avait pris l'initiative de cacher un garçon autiste de 8 ans, refusant de collaborer avec la police parce qu'elle estimait, à juste titre, qu'il y avait une fuite au sein de l'enquête. Personne n'avait contesté le fait qu'elle ait accompli un exploit en sauvant la vie de l'enfant. Pourtant, le procureur Richard Ekström avait plaidé contre elle avec une grande véhémence jusqu'à obtenir gain de cause, malgré l'opposition d'un des assesseurs et le travail formidable d'Annika Giannini, son avocate. Mais Lisbeth n'avait pas été d'une grande aide. Elle était restée butée et silencieuse durant tout le procès, et elle avait refusé de faire appel. Elle voulait juste en finir avec ce cirque, et comme on pouvait s'y attendre, elle s'était retrouvée à Björngardagård, un centre pénitentiaire en milieu ouvert où elle jouissait de grande liberté. Puis étaient arrivées des informations selon lesquelles une menace pesait sur elle, ce qui n'était pas tout à fait surprenant vu les ennemis qu'elle s'était fait. Voilà.